La Côte d'Ivoire est-elle autosuffisante en riz? Quid de la promotion du riz local, le riz paddy? Quelle est la situation? Quelles sont les statistiques à mettre à jour? Puisque les dernières statistiques, visiblement, datent d'il y a un peu plus d'une dizaine d'années. On a beaucoup de plaisir à recevoir ce soir dans la télé d'ici le ministre de la Promotion de la Riziculture, Gaoussou Touré, avec qui on espère évidemment en apprendre beaucoup tout au long donc, de cette émission. Et puis n'oubliez pas, ce soir, pour la diffusion exclusive du premier épisode de Madame Tongpi et compagnie, une shortcom événement à retrouver tous les soirs dans la télé d'ici. Et puis c'est le 11 mai, tiens. Petit clin d'œil à la plus grande star du reggae mondial, Bob Marley, qui disparaissait, vous le savez, donc un 11 mai 1981. Petit clin d'œil, justement, d'entrée d'émission. La télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. C'était l'hommage de la T-Band, l'hommage de la télé d'ici à Bob Marley, disparu le 11 mai 1981. Merci donc à la T-Band pour cette belle reprise de No Woman, No Cry. Revenons à nos affaires, on va parler ce soir de riz. La Côte d'Ivoire est-elle logée à la bonne enseigne ou pas? La première personne, la mieux indiquée en tout cas, on pourra parler, c'est évidemment le ministre de la Promotion de la Riziculture, qu'on a beaucoup de plaisir à recevoir. Gaoussou Touré, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Merci de répondre à l'invitation de la télé d'ici. On va parler avec vous, on va beaucoup parler chiffres.
pour essayer de savoir si on est autosuffisant ou pas. Est-ce qu'on a un riz local de qualité? Quelle comparaison on peut faire en termes de quantité produite localement et de quantité importée? On va parler de tout ceci, évidemment, dans quelques petites secondes. Juste le temps de me tourner vers Pierre et saluer donc leur présence. Ça va, Pierre? Ça va, merci. Ça va, Pressé, ça? Ça va, merci, chef. D'accord. Vous êtes forcément de gros mangeurs de riz, puisque c'est ce que... c'est le premier aliment des Ivoiriens, indiscutablement. Exact. Oui, on en Je consomme pense un peu partout. Hein. Tous les jours? Quasiment, quasiment plusieurs fois par semaine. D'accord. Alors, dans les recherches que j'ai pu faire, 8% de la population active de Côte d'Ivoire travaille dans le secteur risicole. Exact. Ces chiffres sont toujours avérés. D'accord. Juste pour comprendre une chose, où s'arrête le ministère de l'Agriculture et où commence le ministère de la promotion de la riziculture? J'ai l'impression qu'on se marche un peu sur les pieds. Avant tout propos, permettez-moi d'abord de vous remercier de m'offrir l'opportunité de discuter ce soir sur le riz, qui est l'aliment de base des Ivoiriens, comme vous venez de le dire. C'est cela. Bon, il y a une distinction nette parce que chaque ministère a ses attributions et le ministère de la riziculture ne s'occupe que du riz. Oui. Et tout le reste des activités agricoles relève du ministère de l'Agriculture. D'accord. Pourquoi vous pensez que le gouvernement, le Premier ministre, a souhaité avoir un ministère dédié exclusivement au riz? Parce que les gens du cacao pourraient vous opposer aussi l'argument, mais on aurait aussi aimé, nous, avoir un ministère dédié au cacao, qui est une culture de rente, la première d'ailleurs. Pourquoi spécifiquement le riz? Excellente question. Pour nous, c'était très important parce que l'ensemble des experts riz au niveau mondial s'accordent aujourd'hui sur le fait qu'à l'horizon 2030-2040, le principal défi dont le monde aura en face, ça sera comment nourrir les 10 milliards de populations attendues. D'accord. Et il n'y a que l'Afrique qui puisse relever ces défis. Ah bon? En ce sens que l'Afrique dispose de 65% des terres arabes non exploitées. D'accord. Donc, ce n'est ni en Asie, ni en Amérique qu'on va voir l'accroissement des productions alimentaires, notamment le riz. D'accord. Et comme le riz est l'aliment de base des Ivoiriens et que nous savons aujourd'hui que la Côte d'Ivoire importe au bas-mot 1 million de tonnes de riz par an. Donc, il est important que nous prenions toutes les dispositions dès maintenant pour qu'à l'horizon 2030 et 2040, que la Côte d'Ivoire puisse s'autosuffire et ne pas avoir un grand problème de sécurité alimentaire. D'accord. Alors, je sais qu'il y a quelques années de cela, on était à un peu plus de 680 000 tonnes de riz produits localement. Quel est le chiffre à date? Aujourd'hui, les statistiques montrent qu'aujourd'hui, on a une production d'environ 1 300 000 tonnes. En d'autres termes, on produit plus qu'on importe désormais. C'est bien cela? Exact. D'accord, ok, très bien. Alors, pour ce que je sais, c'est qu'en juin 2018, le porte-parole du gouvernement d'alors, Bruno Nabagna-Koné, annonçait la mise sur pied d'une trentaine d'unités de production, de transformation. Est-ce que c'est fait? Ou sinon, quel est l'état des lieux? Bon, l'état des lieux aujourd'hui, les usines sont en construction. Il y a 16 usines qui sont déjà opérationnelles, fonctionnelles. Et le reste est en cours d'installation. D'accord. L'objectif de ces unités, c'était surtout aussi d'améliorer la qualité du riz paddy. Alors, si on parle d'amélioration, ça veut dire qu'il y a forcément quelque chose à améliorer. C'était quoi? Qu'est-ce qu'il y avait à améliorer? Qu'est-ce qu'on reproche à notre riz tant adoré, notre riz local? Merci. On reproche aujourd'hui beaucoup de choses. Parce que d'abord, il y a une stratégie de développement de la riziculture de 2012 à 2020, dont l'objectif était effectivement d'accroître la production et d'arriver à l'autosuffisance en 2020. Bon, malheureusement, cet objectif-là ne sera pas atteint pour plusieurs raisons. Parce que d'abord, le système de production, nous avons beaucoup de faiblesses aujourd'hui dans notre système de production du riz. En ce sens que
80% du riz produit en Côte d'Ivoire aujourd'hui est fait en comptant sur la pluie. Or, nous savons que partout dans le monde, les pays qui ont réussi, c'est les pays qui ont réussi la maîtrise de l'eau. Et donc, ce n'est pas étonnant qu'au niveau de la riziculture et de l'agriculture d'une manière générale, les opérateurs n'aient pas accès au crédit. Parce que si vous venez voir la banque pour dire, Inch'Allah, s'il pleut, je vais avoir du riz, bon, la banque vous dit clairement que ce n'est pas des risques que je sais gérer. D'accord. C'est très intéressant ce que vous dites. On est dépendant de la pluie, sinon de la pluviométrie. Voilà. Au niveau de la politique nationale de promotion du riz, qu'est-ce qui est prévu justement pour inverser la tendance, ou alors quelle est la technologie ou quelle est du moins la technique agricole qui est prévue? Est-ce qu'on part sur de la culture irriguée? Est-ce qu'on part sur de la culture sur brûlis? Enfin, qu'est-ce qui a été décidé? Avant d'arriver à la culture irriguée, permettez-moi... Je vous permets. Permettez-moi de donner les faiblesses que nous avons aujourd'hui pour qu'on puisse atterrir sur ce que nous comptons faire. D'accord, très bien. Aujourd'hui. Après le problème de la pluie, aujourd'hui, sur 900 000 hectares qui sont mis en valeur par an, il n'y a que 35 000 hectares aujourd'hui où on a plus ou moins de l'eau. Donc, qui représente environ 4%. D'accord. Bon, ce qui fait qu'effectivement, nous n'avons pas un bon système, puisque partout où on réussit, c'est là où vraiment on a réussi à maîtriser l'eau. En plus de ça, les moyens financiers mis en jeu ont été vraiment insuffisants par rapport à ce qu'il y avait. Donc, et surtout, au niveau de l'irrigation, l'État avait pris l'engagement de pouvoir prendre en compte l'irrigation. L'État a certes fait des efforts, mais on a besoin aujourd'hui, au niveau de la riziculture, de faire des projets intégrés. Parce qu'il y a des barrages qui ont été faits, mais on n'a pas fait les aménagements. D'accord. Bon, il y en a aussi où on a fait les aménagements, mais il y a les moyens à mettre à la disposition des riziculteurs au niveau du fonds de roulement n'étaient pas là. D'accord. Bon, donc ce qui est prévu aujourd'hui, c'est d'abord de réhabiliter les barrages qui existent et ensuite de mettre en place, d'élaborer et de mettre en place des projets totalement intégrés. Par projet totalement intégré... Qu'est-ce que vous entendez? Voilà, il faut entendre d'abord l'irrigation et ensuite l'aménagement des parcelles et l'exploitation. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire sera divisée en pôles de développement rizicole. Donc aujourd'hui, nous avons une dizaine de pôles prévus, mais nous allons passer à 20 pour couvrir l'ensemble des territoires. Est-ce que chaque pôle aura une spécificité en termes de technique de culture ou pas? Non, pas une spécificité de culture, parce que d'abord, la Côte d'Ivoire, c'est un pays béni des dieux. On l'a dit, mais ça n'a pas empêché la crise. Mais bon. Il n'y a pas une zone aujourd'hui en Côte d'Ivoire où on ne peut pas produire du riz. Donc ça, c'est une chance. D'accord. Et c'est la raison pour laquelle nous disons que la Côte d'Ivoire a tous les atouts pour qu'on n'importe pas un seul kilo de riz. D'accord. Et c'est ce qui explique le fait qu'on ait créé un ministère totalement dédié à la riziculture. D'accord. Alors, donc, aménagement des barrages, ça on l'a compris. Une agriculture donc intégrée. En français facile, vous étiez en train d'expliquer qu'est-ce qu'on doit comprendre par agriculture intégrée. Oui, c'est ce que je disais. Ouais. Il y a l'irrigation, oui. Il y a l'aménagement des parcelles oui. et il y a les différentes exploitations. C'est-à-dire que dans l'exploitation, il faut apporter tous les appuis qu'il faut aux producteurs. D'accord. C'est-à-dire tous les intrants. Et comme c'est la raison pour laquelle nous avons mis des pôles de développement rizicole. Nous aurons une vingtaine de pôles de développement rizicole. À quelle échéance? Au niveau de toute la Côte d'Ivoire. D'accord. À quelle échéance? Dès 2021, nous aurons les 20 pôles complètement fonctionnels au niveau de la Côte d'Ivoire. D'accord. Et c'est le secteur privé maintenant. Le grand changement que nous avons, c'est le secteur privé qui sera le moteur du développement de la riziculture. D'accord. D'après vous, pourquoi les Ivoiriens importent plus? Enfin, ce n'est pas la bonne question. Pourquoi on importe, jusque dans un passé récent, pourquoi on importait plus qu'on ne
ou du moins pourquoi on consommait plus de produits importés qu'on ne consommait de riz local. Voilà. Pourquoi on préfère le riz qui vient d'Asie, parfumé, comme ça se dit, blanchi, long grain, cassé, multicassé, enfin, il y a toute forme de riz, à notre riz paddy? Oui, aujourd'hui, c'est tout à fait normal qu'on préfère le riz import au riz local. Pourquoi? Pour la simple raison qu'aujourd'hui, nous avons plus de 150 variétés de riz au niveau de la Côte d'Ivoire. Et souvent, on a des vieilles variétés. D'accord. Et comme on a 150 à l'usine, et chaque producteur vient avec des petites quantités. Et donc, à l'usine, on est obligé de mélanger toutes les variétés qu'on trouve pour produire du riz. Donc, c'est un riz tout venant qui arrive et dont la qualité n'est pas appréciée. D'accord. Mais nous donnons rendez-vous aux Ivoiriens. En 2021 En 2 ans, on va préférer totalement le riz local au riz importé. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, grâce à la recherche, il y a plus de 5 variétés qui ont été mises en place aujourd'hui et qui permettent de produire du riz d'excellente qualité. D'accord. Si vous goûtez ces riz-là, bon, même si on vous envoie du riz de luxe parfumé et tout ça, parce que ici c'est un parfum naturel. D'accord. Donc, dans la cuisson déjà, lorsque vous venez, que vous sentez l'odeur, vous avez envie immédiatement de manger du riz. D'accord. Ça, je le promets aux Ivoiriens grâce aux résultats de notre recherche. D'accord. À vous entendre, ceux qui jeûnent en ce moment risquent donc de rompre leur jeûne. Mais bon, on ne va pas aller jusque-là. Princesse. Alors, existe-t-il des normes internationales pour cultiver un riz justement de qualité? Et quelles sont ces normes? Non, bon, on ne parle pas de normes, surtout au niveau de la production. Parce que la production, on connaît un système qui est pareil partout dans le monde. Donc, les normes, c'est vraiment après la transformation au niveau de l'usine où il faut faire un contrôle qualité pour s'assurer que le riz qui sort de l'usine répond aux qualités et c'est un riz qu'on peut servir aux consommateurs sans danger. C'est à partir de ce moment qu'on parle des normes. Et au cours du blanchiment, du processus de blanchiment, est-ce que le riz garde sa valeur nutritionnelle? Est-ce que ce n'est pas altéré? Ah si, le riz blanchi est moins riche que le riz tout simplement décortiqué. Voilà, ça, il n'y a pas de discussion. Mais comme les consommateurs préfèrent le riz blanchi, au niveau de l'usine, on est obligé. Et puis, ce n'est pas du tout le même goût. Voilà, parce que le riz a du goût lorsqu'il est blanchi. Oh, ok. Et c'est ce qui fait qu'au niveau de l'usine, on va jusqu'au blanchissement pour permettre de percer le marché. Parce que si vous n'avez pas un produit qui correspond aux besoins des consommateurs, bon, votre riz restera sous le bras. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui pour le riz local. Parce que les Ivoiriens considèrent que le riz local est de mauvaise qualité. Est-ce qu'il n'est pas suffisamment parfumé par rapport au riz importé. D'accord. Ça veut dire qu'il y a un gros travail de promotion. Il y a un gros travail aussi de promotion à faire à ce niveau. Il y a un gros travail de promotion. Pour orienter les Ivoiriens vers ce qui est naturel et n'est pas forcément parfumé. Il y a un gros travail de promotion, mais qui sera facilité parce qu'une fois que vous allez goûter, on ne vous appellera plus. D'accord. C'est bien que vous parliez justement de Rendez-vous pris dans 2 ans. Rendez-vous pris dans 2 ans. Alors, il est recommandé de plus en plus de consommer justement du riz complet. Pourquoi on ne fait pas plus la promotion de ce riz, justement, en Côte d'Ivoire? Non, c'est ce que je vous dis. Parce que, bon, les consommateurs trouvent que ces riz complets-là ne correspondent pas à leur goût. C'est ça le problème, parce que sinon on pourrait finir de décortiquer. Est-ce qu'on peut dire qu'on est colonisé par le riz asiatique? Non, c'est méchant de le dire. Non, c'est mondial, hein, partout dans le monde. Nous, on parle de la Côte d'Ivoire. Bon, ok. Est-ce que le monde est colonisé par le riz asiatique? Non, le monde n'est pas colonisé par le riz asiatique, mais seulement c'est qu'aujourd'hui, les 5 plus gros producteurs de riz au niveau mondial se trouvent en Asie. C'est cela. Voilà. D'accord. Très bien. C'est comme si on disait aussi que le monde entier est colonisé par le cacao de Côte d'Ivoire. C'est normal parce qu'on est premier producteur. Donc, ça n'a rien de péjoratif. Et qu'est-ce qui permet de qualifier justement un riz bas de gamme d'un riz de luxe?
Oui, bon, ce qui permet de qualifier un riz bas de luxe. Parce qu'aujourd'hui, le riz 5% de brésil, c'est le riz de luxe. Bon, là, il n'y a pas du tout de brésil. Donc, les différentes qualités que nous avons, on a le riz 5% de brésil, le riz 15% de brésil, et le riz 25% de brésil jusqu'à 35% de brésil. 35% de brésil, c'est ce qu'on appelle le déni cacha d'une manière générale. Ouais. Mais aujourd'hui, les Ivoiriens ont évolué dans la consommation. La grande consommation aujourd'hui porte sur le riz 15% de brésil. Et c'est une chance pour ce que nous voulons faire dans l'avenir, avec les différentes variétés que nous avons aujourd'hui. Est-ce que vous entendez par Denkacha Maloussou ou bien Maloussou ne rentre pas du tout dans le classement que vous venez de faire? Non, Maloussou ne rentre pas. Maloussou, ça c'est du riz étivé. C'est ça, mais c'est bien, il paraît. Ah oui, mais c'est bien, mais bon, il y a certaines catégories de consommateurs qui aiment le Maloussou. C'est ça. Mais par contre, il y en a qui n'aiment pas du tout le Maloussou. Oui. Mais nous serons outillés au niveau de la Côte d'Ivoire pour donner satisfaction à l'ensemble des populations. D'accord. Et justement, puisque la Côte d'Ivoire aspire à vendre son riz à l'international, est-ce qu'on va créer un label riz ivoirien comme l'Inde le fait avec le riz basmati ou le riz jasmin? Bien sûr. Bien sûr, on le fera. On le fera et sans trop d'efforts. Parce que comme je vous dis, on va goûter. Voilà, les variétés que nous avons sont des variétés top au niveau mondial. Donc, pourquoi la Côte d'Ivoire ne s'associe pas avec d'autres pays de la sous-région, justement, comme pour la culture du coton, pour augmenter ses capacités de production à l'export? Moi, je peux répondre. Bon, il y a une grosse compétition entre pays, donc oui. J'imagine. Non. D'abord, l'Afrique de l'Ouest est le premier importateur mondial. Ça, c'est paradoxal, parce que l'Afrique de l'Ouest a tous les moyens pour produire le riz qu'il faut pour sa consommation, mais malheureusement, nous sommes les premiers importateurs au niveau mondial. L'Afrique de l'Ouest importe au bas mot 6 500 000 tonnes par an. Donc, on est classé numéro 1 de très loin. Bon, donc l'objectif que l'ensemble des pays en Afrique de l'Ouest aujourd'hui, notamment au niveau de l'UEMOA, ont, c'est de faire en sorte qu'on puisse arriver à l'autosuffisance. Puisque tout le monde dit qu'en 2030, l'Asie elle-même, qui nous nourrit aujourd'hui, sera importatrice nette de riz. D'accord. Donc si l'Afrique ne fait rien aujourd'hui, en 2030, on ne mangera plus de riz. Parce que le prix sera tel et puis on ne pourra plus. Il y a 650 millions de tonnes de riz qui sont produites dans le monde aujourd'hui. Et sur ces 650 millions, il n'y a que 30 millions qui font l'objet de commercialisation. Ça veut dire que le marché est déjà très étroit. C'est cela. Et qu'il faut des actions pour assurer notre sécurité alimentaire. Parce que si on a des phénomènes aujourd'hui qui arrivent au niveau de l'Asie et que l'Asie ne peut pas nous fournir du riz, c'est déjà des problèmes. Alors, vous parlez prospective, c'est très bien. La FAO est évidemment consciente donc de cet état de fait. Qu'est-ce que la FAO fait justement pour épauler les différents pays importateurs pour éviter qu'en 2030, on soit confronté à cette situation quasi chaotique? Oui, bien sûr. La FAO incite l'ensemble des gouvernements africains aujourd'hui à mettre en place des stratégies qui vont permettre à l'Afrique de s'autosuffire et même d'exporter lorsque l'Asie n'aura plus de surplus vers nous. Donc, il y aura une inversion. D'accord. Donc, c'est juste une incitation, mais pas d'appui en particulier, en termes de technologie, non? Non, mais ça, c'est important. En termes de technologie et tout, au niveau de la FAO, on a ces appuis. D'accord. Oui. Très bien. Pierre? Alors, on court après l'autosuffisance en riz, mais on l'avait en 1976. Est-ce que vous diriez qu'à cette époque-là, on n'a pas compris en Côte d'Ivoire l'utilité de développer la filière? Mais si, à cette époque, on a bien compris, parce que déjà, Feu Félix Houphouët-Boigny a toujours dit que le développement de ces pays repose sur l'agriculture. Et il a accordé une importance capitale à la production rizicole. Bon, malheureusement, les sociétés qui avaient été mises en place
sont partis. Et aujourd'hui, on est passé à l'importation des riz sur le plan international. Et ça, c'est dû au fait que le système de production que nous avons n'est pas bon. Donc, il faut changer ce système de production pour que toutes les faiblesses qu'on a, on puisse les corriger. Et c'est ça l'objectif de la stratégie de développement 2020-2030 qui vient d'être adoptée en mars 2020 par le gouvernement. Et c'est la mise en œuvre que nous sommes en train de commencer maintenant. D'accord. Marquons une pause, messieurs. On se reparle dans quelques petites secondes seulement. Télévivez la culture du riz sur NCI dans la télé d'ici ce soir. On a beaucoup de plaisir d'être en compagnie du ministre de la promotion de la riziculture, Gaussou Touré. On va marquer une pause pour parler de l'actu d'ici qui concerne majoritairement, de façon écrasante d'ailleurs, votre collègue du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Alors, première information communiquée justement par Kandia Camara, c'est l'annonce du redémarrage effectif des cours dans les écoles primaires publiques et privées sur toute l'étendue du territoire national à compter du lundi 18 mai, et cela à l'exception des directions régionales d'Abidjan, d'Abou, Abouasso et de la direction départementale de Grand Bassam. Kandia Camara a dévoilé donc une organisation prudente de l'occupation des salles de classe par rotation, un jour sur deux, entre les classes de CE1, CM1, CM2 et celles de CP1, CP2 et CE1. En plus de ces mesures, on note aussi la mise en place d'une plateforme pour l'inscription en ligne de tous les élèves, enseignants et personnel administratif confinés à Abidjan afin d'organiser le retour sécurisé de ceux-ci vers l'intérieur du pays du 11 au 17 mai prochain. Il y a également le réaménagement donc, du calendrier scolaire qui ira donc du 18 mai au 14 août 2020. Autre actu d'ici, toujours en lien avec le ministère de Kandia Camara, au titre de l'enseignement secondaire général et technique. Les cours reprendront normalement le 18 mai dans les établissements à faible effectif, tandis que dans les établissements à gros effectifs, la rentrée se fera progressivement, en commençant par les classes d'examen, c'est-à-dire la 3e et la terminale. La ministre a annoncé par ailleurs la répartition spatiale des élèves dans les salles de classe, en tenant compte des mesures et des gestes barrières. Ces dispositions seront rigoureusement et méthodiquement observées sur une période de 2 semaines avant d'envisager la rentrée des classes intermédiaires. Autre sujet, pour être complet donc avec ce ministère, la mise au chômage technique des enseignants par les fondateurs est inopportune et inacceptable. Dixit Kandia Camara, parce que tout simplement l'année n'est pas déclarée blanche et ces enseignants n'ont pas choisi de rester à la maison. L'État, a-t-elle annoncé, va très bientôt payer les frais d'écolage. Le paiement des salaires sera une condition pour le versement des frais d'écolage aux promoteurs et fondateurs d'établissements privés, a-t-elle prévenu. On termine avec un mot de tourisme. Le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, qui lui donc pour sa part a demandé à l'ensemble des acteurs du secteur qui ont rouvert depuis le 8 mai dernier à l'intérieur du pays d'appliquer les mesures barrières et de protection au sein de leurs établissements. Il a rappelé donc avoir mis en place une équipe de travail dédiée à l'assistance des acteurs du secteur dans la constitution de dossiers d'éligibilité à l'un des différents fonds mis à disposition par l'État, notamment le fonds de soutien aux PME et le fonds de soutien aux grandes entreprises. Voici ce qu'il fallait retenir de l'actu d'ici. Alors Pierre, on en était à vos questions. Alors en 2018, la Côte d'Ivoire a importé près de 1,5 million de tonnes de riz blanchi en provenance d'Asie du Sud-Est, donc qui était bien plus que nécessaire pour couvrir les besoins locaux. Est-ce qu'on n'encourage pas justement cette primeur du riz importé sur les productions locales, parce que bien évidemment ça coûte moins cher aussi? Avant, ça coûtait moins cher. Mais dans très peu de temps, l'objectif que nous avons aujourd'hui, c'est de passer d'une riziculture traditionnelle à une riziculture moderne, performante, compétitive et surtout rentable et durable.
ceci est d'autant plus important qu'aujourd'hui, du fait qu'il n'y a pas de maîtrise d'eau, les rendements que nous avons à l'hectare sont très bas. Et c'est ce qui fait que depuis longtemps jusqu'à aujourd'hui, tous les projets qui ont été mis en place ont connu des échecs. Que ce soit le projet Soja, le projet CIDB, le projet Clé en main, ça a été un échec parce qu'on a mécanisé et dans la mécanisation, il faut au moins 2,5 tonnes pour rembourser les crédits et les prestations de services, alors que les rendements à l'hectare n'ont pas dépassé 1,2 tonne. Donc, aujourd'hui, ce qu'il faut faire, et c'est là qu'on parle de projets intégrés pour qu'effectivement on puisse faire l'irrigation de telle sorte que les rendements soient au rendez-vous et qu'on soit au minimum à 5 tonnes de production par an. Alors, mais ces commandes en excédent, par exemple, de riz local, elles répondent à quoi? Cet excédent, il est destiné au stockage pour des périodes comme celle-ci? Non, Alors, on a importé en 2018 plus de riz que nécessaire pour couvrir les besoins du pays. Donc, beaucoup de personnes se demandent pourquoi on commande autant de riz et qu'est-ce qu'on fait de ces excédents-là, à quoi ils servent justement. Non, vous savez que depuis plus de 5 ans, la Côte d'Ivoire a libéralisé totalement la filière. Or, c'est vrai qu'il y a le besoin normal, mais en plus, il y a un stock de sécurité qu'il faut mettre en place pour que s'il y a un problème, Notamment le Covid. bon, on ne soit pas pris de coups et qu'il y ait une pénurie de riz en Côte d'Ivoire. Donc, le stock de sécurité représente environ 500 000 tonnes pour la Côte d'Ivoire actuellement. Et il faut saluer le secteur privé qui, au niveau de l'importation, non seulement arrive à couvrir les besoins, mais fait en sorte que ce stock de sécurité soit toujours présent au niveau de la Côte d'Ivoire, ce qui est une excellente chose. Sans cette prévision, avec la pandémie que nous avons aujourd'hui, on serait confronté à de sérieux problèmes. Ça nous coûte aussi très cher, malheureusement. Il y a une grande question qui se pose. Tu parlais tout à l'heure de l'UEMOA, de la coopération entre les pays. On a un pays comme le Nigeria qui a surtaxé les importations de riz pour promouvoir son riz local. Est-ce qu'on se dirige, nous, vers des mesures protectionnistes comme celle-là pour booster la filière? Bon, nous avons comme mission de mettre en place une vraie politique de régulation. Bon, nous, on ne fera pas comme le Nigeria, parce qu'on sait aujourd'hui qu'on n'est pas encore autosuffisant. Donc, si on décide d'un trait qu'à partir de maintenant, on arrête toute importation, ou bien qu'on fixe des prix tels qu'au finish, c'est le consommateur qui va payer. Parce que plus il aura des taxes, plus le prix va être élevé. Et comme le gouvernement a une politique aujourd'hui de lutte contre la vie chère, donc on est obligé de faire en sorte que les actions de l'ensemble des ministères convergent vers l'atteinte des objectifs fixés par le président de la République. Et donc, pour nous, c'est important aujourd'hui qu'on puisse tout mettre en œuvre de telle sorte que le prix du riz ne soit pas inaccessible aux populations. Alors, on avance dans cette couverture des besoins en riz, notamment avec sous l'ONDR. On avait connu un bond de la production locale. Aujourd'hui, on est passé à l'ADERI. Pourquoi on a changé d'organisme alors que ça semblait fonctionner ou alors, quelles étaient ses limites et qu'est-ce que l'ADERI apporte que l'ONDR n'avait pas? Oui, bon, c'est ce que j'ai déjà expliqué. Bon, l'ONDR était un établissement de développement du riz. L'Office national de développement du riz était juste un établissement public qui dépendait totalement du ministère de l'Agriculture. Donc, il y avait une certaine lourdeur qui ne permettait pas à l'ONDR d'appliquer une vraie stratégie de développement de la riziculture. C'est dans ce sens que le gouvernement a créé l'Agence pour le développement de la riziculture, ADERI, en tant qu'agence, a tous les pouvoirs et travaille de façon autonome par rapport au ministère.
Et l'État ne s'est pas contenté de ça parce que le président a jugé encore que compte tenu des enjeux mondiaux aujourd'hui, surtout au niveau du riz, qu'il était important qu'on crée un département. Et c'est pour cela qu'on a ce département-là aujourd'hui qui est créé et qui ne travaille que sur le riz. L'un des premiers problèmes dont on parle souvent quand on parle de culture du riz, c'est celui des financements. Concrètement, qu'est-ce qui va être fait pour ces productions qui sont très souvent familiales et pas à l'échelle industrielle encore? Oui. Donc, Vous en avez déjà parlé, allez-y. bon, j'en ai déjà parlé, mais je reviens dessus. Aujourd'hui, on a un système de production qui ne permettait pas aux banques du tout De lever des financements. de faire des financements. Adossé à la pluviométrie. Voilà, j'étais adossé à la pluviométrie. Bon, et en plus, avec les paysans, si les banques n'ont aucun moyen de garantie. Bon, avec le nouveau système que nous avons aujourd'hui, c'est pour ça que nous créons des pôles de développement, où il y a des usines, où il y a des opérateurs privés qui sont là avec un actif qui peut permettre de faire des garanties au niveau de la banque, de telle sorte que l'opérateur puisse avoir accès. D'accord, très bien. Et ces leaders de poules ont pour obligation non seulement d'acheter toute la production des producteurs, mais en plus de fournir tous les intrants qu'il faut pour qu'effectivement le paysan ne manque de rien au niveau de sa culture. J'aimerais qu'on ouvre un autre chapitre, c'est le chapitre de la sécurité sanitaire des aliments. On a entendu maintes fois, je vais espérer que ce ne sont que des rumeurs convoyées par les réseaux sociaux, la question donc, du riz avarié ou du riz caoutchouc ou du riz, enfin, on a entendu de toutes sortes, on a même vu des vidéos sur les réseaux sociaux. Qu'en est-il exactement ? Oui, bon, effectivement, il y a eu des moments où il y a eu des riz avariés qui ont été importés. Qui sont entrés sur le territoire. Oui, qui sont entrés sur le territoire. Mais un fonctionnaire du ministère du Commerce qu'on a reçu et qui était assis sur ce même siège avait plutôt soutenu le contraire. Non, l'État même a pris des décisions que vous avez vues, puisqu'on a détruit des stocks et tout ça qui étaient impropres à la consommation. Mais est-ce qu'ils sont entrés dans le circuit de distribution ? Parce qu'une chose est d'entrer et d'être au niveau du port, on saisit, on détruit, bon, tout va bien. Mais est-ce que c'est entrer dans le circuit de distribution ? Non. Justement, à raison des contrôles effectués au niveau de l'ensemble des ministères, oui. Ce riz n'a pas pu passer le cap pour être sur le marché. Il venait d'où ce riz ? Est-ce qu'on le sait aujourd'hui ? Non, le riz venait d'Asie. C'est ce que je peux dire aujourd'hui. D'accord. Mais les opérateurs ou alors le producteur ou l'exportateur, est-ce qu'on le connaît ? Est-ce que finalement il est blacklisté ? Enfin, quelles mesures ont été prises ? Est-ce qu'on s'est juste contenté de dire ça n'entre pas, reprenez votre riz, on n'en veut pas du tout ? On a suffisamment de plastique chez nous. Qu'est-ce que vous avez ? Non, ce n'était pas du riz de plastique, c'était du riz avarié qui était impropre à la consommation. Et c'est la raison pour laquelle que ce riz a été saisi par l'État. Donc ça n'a pas été mis à la disposition des opérateurs. Et le riz a été détruit. Au vu aussi de l'ensemble des Ivoiriens. D'accord. Voilà, pour montrer que le gouvernement a un souci de mettre à la disposition des populations du riz d'excellente qualité. D'accord. Il y a une autre pratique, pas du tout orthodoxe, c'est celle de certains grossistes, qui consiste donc à retirer sur, imaginons un sac de 50 kg, 5 kg. Et donc, à la vérité, théoriquement, on vous vend 50 kg, mais en fait, c'est 45 kg. Et les 5 autres kilos sont donc récupérés, colmatés pour constituer donc un autre sac de 45 kg, ainsi de suite. Vous en avez connaissance de ces pratiques? Non, nous, on n'a pas connaissance. Qui datent de plusieurs dizaines d'années d'ailleurs. Non. Mais je crois que souvent, on fait des mauvais procès aussi aux distributeurs. Et tout à l'heure, je disais qu'en Côte d'Ivoire, on doit être heureux parce que nous avons des distributeurs qui accomplissent le travail vraiment dans d'excellentes conditions et qui respectent toutes les normes mises en place au niveau de l'État. D'accord. Donc, bon, il peut arriver des cas, mais ça arrive beaucoup. C'est vraiment des cas dérisoires.
au niveau de la... Dérisoire, ah bon, d'accord. C'est parce qu'on constate dans les marchés à Bobo, à Djamé, pour ne citer que ces marchés-là. Vous avez dans vos propos donc évoqué 3 types de cultures. Donc culture irriguée, qui est de loin la plus moderne, mais qui a peut-être ça d'inconvénient qu'il y a des herbicides qui rentrent donc en ligne de compte. Il y a aussi la culture adossée donc à la pluie. Et puis il y a ce qu'on pourrait appeler la culture itinérante sur brûlis, qui est peut-être la plus utilisée, mais qui est encore dans une sorte de forme un peu archaïque. Dans la politique nationale, assez clairement, qu'est-ce qui sera privilégié par votre département? Non, c'est bien sûr le riz irrigué. Mais en dehors du riz irrigué, la Côte d'Ivoire, des zones, notamment dans le nord de la Côte d'Ivoire, où on peut faire du riz inondé. C'est-à-dire que nous avons des plaines et des bas-fonds, et avec les pluies, il y a suffisamment d'eau. Parce que le riz est une culture qui demande, qui est très gourmande en eau. Donc, les rendements sont plus élevés sur ces bas-fonds que sur les plateaux. Donc, la politique que nous allons avoir aujourd'hui, en attendant l'irrigation qui est très chère, d'orienter les producteurs pour qu'on puisse exploiter les vastes plaines et bas-fonds que nous avons en Côte d'Ivoire, de telle sorte qu'on puisse améliorer le rendement et qu'on puisse faire la mécanisation. Et il faut dire aussi, je bondis sur cette occasion pour dire que l'approche de mécanisation qu'on avait choisie en Côte d'Ivoire n'était pas la bonne. Parce que la Côte d'Ivoire a fait beaucoup d'efforts et malheureusement, les producteurs n'ont pas suivi. Parce que l'approche qu'on a de la mécanisation que nous avons, c'était de donner des tracteurs, des motoculteurs et des moissonneuses batteuses. Et vous estimez que ce n'est pas une bonne méthode? Aux coopératives. Bon, malheureusement, une fois que c'est entre les mains des coopératives, bon, s'il y a une petite pièce qui manque, une courroie qui est coupée, bon, d'abord, on n'a pas acheté, on n'a pas investi, on n'a rien fait. Bon, personne ne paye pour qu'on remplace la courroie. Mais qu'est-ce qu'il faut faire alors? Donc, quelle est la bonne mécanisation? Oui, la bonne mécanisation que nous préconisons aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'on crée maintenant au niveau de l'ensemble des pôles des centres de mécanisation où on va réunir tout le matériel qu'il faut, moderne et tout, moderne qu'il faut pour qu'effectivement on puisse faire les labours, pulvérisage, semis et tout ce qu'il faut et le paysan ne payera et qu'à la fin, lorsqu'il viendra avec sa récolte. Donc, il y a un contrat qui va être signé entre le producteur, la banque et l'usinier pour qu'effectivement, tout puisse se passer sans problème. Et ces unités de production sont donc propriété de l'État, c'est bien cela? Non. C'est le secteur privé. Et c'est pour cela qu'on dit qu'avec la nouvelle stratégie, c'est le secteur privé qui sera le moteur du développement économique. Très bien. Les 14 autres unités seront disponibles quand? On en a 16 déjà de fonctionnels? Oui, bon, nous pensons que d'ici la fin de l'année, au plus tard, en fin décembre, les autres usines doivent être opérationnelles. Il ne reste pas beaucoup de mois, hein? Il ne reste pas beaucoup de mois. D'accord. On a encore 1 minute avant la pause. Alors, une fois qu'on sera autosuffisant et qu'on aura fait une régulation pour le riz importé, est-ce que vous pensez que les Ivoiriens seront prêts à consommer du riz local? Affirmatif. S'ils goûtent. S'ils goûtent, c'est ce que j'allais dire. Il n'aura aucun problème. Parce qu'on a un peu colonisé. Il n'aura aucun problème à ce niveau. Je vous invite même à venir un jour chez moi pour que vous puissiez goûter ces nouvelles variétés que nous sommes en train de faire aujourd'hui. D'accord. Et je vous assure que vous allez revenir chaque fois. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, pour rebondir sur la question de Princesse, que les Ivoiriens se comportent un peu trop, comme on dit vulgairement, des chocos? Pour eux, tout ce qui vient de l'étranger, c'est ce qui est super. Localement, bon. Non, les Ivoiriens avaient raison. Parce que c'est ce que je viens de vous dire. D'abord, les semences que les paysans utilisent aujourd'hui ne sont pas appropriées. Parce que c'est des semences qui produisent d'abord très peu pour le producteur, bon, avec souvent des grains rouges. Et comme il faut blanchir, donc tout va s'arranger. Voilà. L'usinier est obligé de passer 2 fois avant de blanchir. Donc ce n'est rentable pour personne. Donc voilà, donc, toute la chaîne de valeur a été revue. Aujourd'hui, on parle de rentabilité. Absolument. Donc on regarde l'ensemble de la chaîne de valeur et on fait en sorte
qu'on produise quelque chose Parfait. qui Bien noté. Je propose qu'on donne marque satisfaction à tout le monde. Je propose qu'on marque une autre pause. Restez avec nous dans quelques petits instants seulement. Le premier épisode de la Shortcom événement, Madame Tongpi et compagnie dans la télé d'ici. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici tous les soirs sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire, pour aborder des questions qui vous intéressent forcément. Ce soir, on parle du riz. Tous les Ivoiriens mangent du riz. Les dernières statistiques révélaient que chaque Ivoirien ou chaque habitant de Côte d'Ivoire consommait 58 kilos de riz par an. C'est toujours le cas? Non. Ah, on consomme combien? Aujourd'hui, nous sommes à environ 80 kilos par an. D'accord. D'accord, très bien. D'accord, c'est énorme ça, non? 80 kilos? C'est ça. Ouais, d'accord. Bon, ok, c'est encourageant, très bien. Alors, Princesse, c'est quoi le kiff du web? Monsieur le ministre, dans cette émission, il y a ce qu'on appelle le kiff du web. Ça n'a rien à voir avec le riz, rassurez-vous. Voilà, parce que je vous voyais prendre vos notes. Non, rien à voir. Non, c'est juste que cette dame qui s'ennuie le plus souvent, elle se promène sur Internet et nous emmène des choses plutôt sympathiques. Voilà. D'accord. Alors, Ok. si je vous demande un synonyme pour le mot jeunesse. Euphorie, je sais pas. Synonyme pour jeunesse, je sais pas, là tout de suite. Ok, Dynamisme. dynamisme. Ok, on va regarder ça dans cette vidéo. Une jeunesse synonyme de clarté, de lumière lumineuse, faramineuse, paradisiaque, crémée et caramélisée. Une jeunesse émoustillée, frétillée, tarabistouillée et estomaquée par un idéal fantasmagorique. What's the point? Bel Il envolé voulait juste lyrique. décrire la jeunesse. La jeunesse, d'accord, ok. J'ai entendu fantasmagorique, non? Fantasmagorique, C'est moustillé aussi? Crémé. Crémé. Bon, on risque de ne pas s'en sortir. C'est quoi les objectifs justement de production pour 2020 en tonnage? Oui, en tonnage, Ouais. bon, les premières projections qu'on avait, on devait passer à 1 400 000 tonnes. D'accord. Mais à cause du phénomène Du coronavirus? de coronavirus aujourd'hui, on est obligé de mettre un programme d'urgence en place D'accord. qui va nous permettre de produire 500 000 tonnes supplémentaires D'accord. pour éviter toute rupture de riz au niveau de la Côte d'Ivoire. On estime à combien le nombre de producteurs qui devraient s'intéresser justement à la filière pour accompagner ce grand pas vers l'autosuffisance? Oui, bon, on estime à plus d'1 million de producteurs. D'accord. Il faut vraiment que les Ivoiriens s'intéressent à cette industrie, à ce secteur, l'agriculture rizicole. Alors, on va parler d'une chose qui n'a absolument rien à voir avec le riz. Ça, je vous confirme. Ça parle de poisson d'avril. Mais quoi qu'on a besoin aussi parfois de riz pour accompagner le poisson. Exact. Bon, voilà. Alors, je ne sais pas si c'est un poisson braisé, fumé, piqué, mais c'est le premier épisode de Madame Tongpi et compagnie, intitulé donc Poisson d'avril. Voilà, je découvre en même temps que vous le premier épisode de cette Shortcom événement produite par la nouvelle chaîne ivoirienne. C'est la personne de Tonton qui est venue. Où? Ma soeur. Les gars, envoie-moi un drap, envoie-moi un drap. Ton grand frère est malade. Mon grand frère, depuis quand? Depuis hier nuit. Il m'appelle, faut m'appeler. Tu le connais pas. Il dit faut pas qu'on vous appelle pour ne pas vous inquiéter. Donc moi, mais je n'ai même pas dormi, nous voici. Il venait dans l'intention de vous annoncer une bonne nouvelle. Pardon, bonne nouvelle, j'ai toutes vos mauvaises nouvelles. C'est la même chose. Pardon, donne-moi la bonne nouvelle là. Je viens de gagner au loto. Tu as gagné au loto. 22 millions. Je t'ai dit, t'as gagné combien? Aïe,
22 millions. Quand je te parle de ma petite soeur Gertrude, c'est elle qui est là. C'est ma fierté de la famille. Mais je sais, Gertrude, il n'est pas malade. Je savais qu'un jour Gertrude allait venir avec une nouvelle extraordinaire comme celle-là. C'est poisson d'avril, on pouvait te faire. C'est parce que même quand je suis arrivé dans votre famille, c'est parce que Gertrude même est femme. Sinon, si Gertrude était venue garçon, là, c'est Gertrude qui allait me marier. Toi, tu es une jeune fille comme ça, et puis tu t'appelles Gertrude. Quand vous donnez des noms comme ça à vos enfants, là, n'ayez pas peur. C'est bénédiction. Forcément, elle va grandir, elle va être intelligente. Ça veut dire que petite, là, elle peut être bête. Mais en grandissant, le nom Gertrude, là, c'est pas n'importe qui pense à Gertrude. Donc, tu as donné combien à ton grand frère? On a le même esprit ici. Jenny, t'as sorti quel mot, là? Il y a un mot qui est sorti dans ta phrase façon. Poisson d'avril. C'est la même poisson d'avril. Oh, mon cœur. Oh, attends, toi, tu aimes trop ça. Ok. Tu dis quoi? J'ai dit, tu as commencé quelque chose et termine. Poisson d'avril. Oh, mais ça. Madame Tangpi et compagnie à retrouver tous les soirs dans la télé d'ici sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre, peut-être une dernière question pour mettre un terme à cette entrevue. Les mécanismes de fixation du prix, qu'est-ce qu'on doit retenir? Comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a un prix plancher et un prix plafond fixé par le gouvernement ou est-ce quelque chose de totalement libéralisé? Bon, disons que c'est les deux systèmes que nous avons aujourd'hui. D'une manière générale, avant chaque campagne, il y a une rencontre entre l'ensemble des acteurs de la filière pour qu'effectivement, on puisse définir le prix du paddy, parce que c'est à partir du prix du paddy qu'on fixe le prix du riz blanc. D'accord. Donc, l'ensemble des acteurs donnent leur décision. Et en dernier ressort, le gouvernement valide. Et le gouvernement analyse et fait en sorte que l'ensemble des acteurs puissent se retrouver dans le prix. D'accord. Et s'assurer qu'au niveau des consommateurs, le prix sera abordable. D'accord. Est-ce que le gouvernement a une certaine incidence aussi sur le prix du riz importé? Oui, d'une manière générale, le prix est libéral aujourd'hui, mais le gouvernement suit pour que effectivement ce soit dans les limites de l'acceptable. Ce soit dans les limites de ce qui peut être fait. Absolument, d'accord. Et avec ce qu'on constate aujourd'hui, vous avez vu que le gouvernement a pris la décision de fixer un prix qui est diffusé pour que effectivement il n'y ait pas de problème au niveau des prix. D'accord, très bien. Merci d'être passé par la télé d'ici. Vous restez avec nous pour quelques minutes. Je ne sais pas si... vous écoutez de la musique, j'imagine. Ah, bien sûr. Vous ne faites pas que manger du riz local. Non. D'accord. Tout à l'heure, ce ne sera pas totalement musical. Ce sera du slam. On sera rejoint par le groupe Ivoire Danse Thérapie sur la scène de la télé d'ici. Marquons une pause et on revient dans quelques instants. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici pour le tout dernier virage. Alors, monsieur le ministre, c'est une tradition. On vous laisse le mot de fin pour conclure cette histoire de riz. Merci. En mot de fin, je dirais qu'au niveau de la stratégie de développement de la riziculture 2020-2030, il s'agira de basculer progressivement d'une riziculture traditionnelle de subsistance à une riziculture non rentable et non finançable, à une riziculture de marché moderne, compétitive, rentable, durable et respectueuse de l'environnement. Et faire du riziculteur un opérateur économique à part entière, qui gère une affaire rentable et qui crée également des emplois et des richesses, notamment au niveau de l'ensemble des régions de la Côte d'Ivoire, en particulier les zones rurales les plus pauvres, et à transformer, grâce à la riziculture, en zones riches par une exploitation rationnelle des immenses potentialités rizicoles dont regorge la Côte d'Ivoire. D'accord. Merci et à bientôt avec le bon riz
Ivoire. D'accord. Et on retient que la Côte d'Ivoire est un pays béni des dieux. Ce sont vos propos. Exact. Et que partout, on peut cultiver du riz en Côte d'Ivoire. Exact. Daoussou Touré, merci d'être passé par la télé d'ici. Merci à Pierre et à Princesse. On vous laisse en compagnie d'une formation, comment dire, un peu hétérogène. On a des instrumentistes, des artistes voix. En gros, ils forment la troupe appelée donc Ivoire Danse Thérapie. Ils ont certainement choisi, eux, donc, de guérir les mots avec leur art. Et d'ailleurs, ça tombe bien, puisqu'ils nous reprennent ce soir en slam, mais aussi en un peu de musique, un titre intitulé Coronard viril. Enfin, je ne sais pas si on peut faire le lien avec le coronavirus, mais ils nous en font la démonstration maintenant. Ce sera tout pour la télé d'ici. On se retrouve demain. D'ici là, take care. Ivoire Danse Thérapie, right now. On dit chez nous que quelle que soit la longueur du pipi, les dernières gouttes retombent toujours entre les jambes du pisseur. La veuve et le circoncis s'asseyent de la même manière, mais ne ressentent pas la douleur de la même façon. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole créa Zaï Woody. J'ai voulu garder la parole au fond de moi, mais tout ce qui se passe dans ce monde a bout en moi. Ainsi, l'oiseau se pose sur mon épaule droite, m'apporte ce qu'il faut, picote mes lèvres et me demande à moi, Zaï Woody, fils de Zokouk Beli d'Abla, beaucoup de Samori, Touré de Béanzin, de Senghor, de Césaire, de Damas, de Lumumba, de Nelson Mandela, de Fouad Boigny, de prendre la parole et de parler alors. Je parlerai. Au commencement était la parole, et parole de feu, parole d'eau. Au commencement était la parole, c'est pourquoi si ta parole n'est pas plus belle que le silence, alors chut. Je porte un nom d'anthologie pour ceux qui ne me connaissent guère et qui cherchent à me connaître. L'on m'appelle Gomzolo, arrière-petit-fils de Vaka Bagba, la passoire qui n'a point peur de la sauce graine, lui-même qui s'est assis sur une aiguille dans le désert pendant 50 jours et 50 lunes. C'est pourquoi je vous dis histoire et je vous dis naissance. Depuis un moment, on ne parle que de toi chez moi. Et je te vois également faire la loi chez nos voisins. Tu fais la une de l'actualité, tu te joues les rois. Oh, je crois maintenant à ce que j'entends dans les couloirs. Car avec rage, tu fais des ravages sous nos yeux. Tu veux même circonscrire mon art à cet endroit, ce couloir d'internet. J'ai aussi l'impression que ma composition n'est pas nette, parce que je ne me décharge pas au lieu habituel, la scène. J'en ai ras-le-bol de ta gigantesque mare de sang. J'en ai marre de toi, coronard. Sache que tu ne m'empêcheras pas de vivre mon art. Ah, je vois, ce vilain de machin joue les malins. Il se cache dans les coins et recoins pour nous faire de vilains câlins. Même dans le pire de mes cauchemars, je ne le souhaiterai jamais à mon adversaire. Ce virus est tenace et endurant telle une intention artistique. Comme un artiste, ce coronard joue le meneur de jeu et communique sa vision des choses aux humains sans barrière raciale, politique, religieuse, ni de langue. Robuste, endurant, puissant et dynamique qu'une armée, ce connard de coronard détruit, décapite, neutralise les hommes, l'économie et bientôt les finances. Plus rapide qu'un athlète, il traverse sans aucune crainte les frontières, puis offre, il paraît, des millions d'euros et bien sûr des millions de dollars au secteur visité. Plus effrayant que le sida, l'Ebola et la dengue, ce monsieur coronard viril nous rend dingue au point où il nous confine tous au rôle de Virgile de maison.
Plus stratège qu'un coach de football, il déballe son plan. En plus, il esquive l'adversaire. Domine et paralyse à la fois les riches et les pauvres sur leur propre terrain. Ce diacre du diable ferme les lieux de culte, les écoles, les entreprises et crée la distanciation sociale. Ce malheureux fait librement sa caravane et met en doute et au défi l'intelligence humaine. Il nous expose les limites des armées et des médecines terrestres. Il nous démontre que la science est en voie de développement et que pire, son utilisation sans conscience peut nuire à notre planète à tout entière. Joe, la science se cherche. Eh Corona, Hey, you be you. comme des êtres matures, il nous faut donc plus d'écoute, De concentration, de recherche d'amour, et surtout de prière. et puis éteindre en nous la flamme d'égoïsme, de fanfaronnade et de pratique contre nature. Depuis des semaines, nous avons le regard tourné vers le ciel, en quête d'espoir, mais Hélas, nous ne recevons de ce ciel que des avions suspects, des passagers confinés à la des descente, personnes atteintes. des familles isolées. Ah oui! Ici règne la merde. Nos voisins, quant à eux, préfèrent vendre des aliments et produits de première nécessité à des prix exorbitants et vertigineux. Eddie, tu connais le prix du cache-nez? Il paraît que c'est 5 000 francs. Là-bas, nos amis du quartier jouent les fous autour d'une mousse d'alcool. Ils boivent, dansent dans des maquis, dans des boîtes de nuit et prennent un bain de soleil avec ce méchant de coronard. Ici, nos valeureux cols rhabillés se déshabillent en se substituant en cyberchorégraphe. Souvent sans protection aucune, ils touchent, rapprochent, poursuivent ces éternels indisciplinés qui rôdent dans nos rues désertes entre 21h et 5h du mat. C'est parfois choquant et dégoûtant de les voir s'entremêler et défier les consignes de sécurité et de protection en prononçant dans ce plaisir éphémère la phrase la plus inconsciente et stérile du continent noir. Ça ne tue pas africain. Ça ne tue pas africain. En tout cas, ça ne tue pas africain. Et Côte d'Ivoire. Voici Afrique du Sud. Et Nigeria. Ah, voici Mali. Joe, ils ne sont pas des pays africains. Non, ce sont les pays de l'Europe. Pourtant, fort est de constater qu'on a bien sûr depuis la création du monde des tombes partout en Afrique. Oui, qui es-tu? Who are you? D'où viens-tu? Tiens, Joe, tu viens d'où même? Que veux-tu? Quel ouais nous? Non, coronard, tu ne nous auras pas. Tu as pris en premier le chemin du départ, alors continue ta messe macabre. Dégage ta fumée envoûtante, active tes sens et bouge ton corps dans tous les sens. Oui, siffle, serpent dit-tête, installe ton cycle rythmique, entonne ton chant mythique, connecte ton corps aux ondes de l'univers et danse encore, chante encore, saute, rampe et prends l'ascenseur si tu veux, mais sache que je serai là, oui, là, à t'attendre. Au point d'arriver avec une belle et douce arme, avec une fleur de protection, un souffle divin, un comportement responsable, lequel rendra fébrile, molle, impuissant, ce viril de virus. J'ai merveilleusement vite compris qu'une équipe forte valait mieux qu'un homme fort. Alors, respectons et appliquons ces mesures qui nous éloignent de ce machin de malin microscopique. Lavons-nous régulièrement les mains, éternuons et toussons dans le creux du coude. Appliquons 1 mètre de distance envers nos partenaires. Portons des cache-nez. Et surtout, respectons le confinement et la quarantaine en cas de contagion et de substitution. Bref, ayons tous des attitudes saines, dites-moi. À qui réellement profite ce mal, ce désordre mondial, ce désastre généralisé? Seigneur, aide-nous. Oh Seigneur, sauve-nous. Dis seulement un seul mot pour faire taire ce mal profond. Oui, parle, dis, car ces vocabulaires nouveaux, cette affaire de confinement, quarantaine, quatorzaine, Nîmes, feuille de Nîmes, apivirine, chloroquine, azithromycine, Covid organime, Nîmes. Ah, ce laxisme grandissant ne fait qu'accroître notre frayeur et notre insomnie. Faisons tous attention, car la psychose, la peur, la dépression tuent plus vite que ce viril de machin. Nous sommes en guerre. Une guerre non pas comme les 2 précédentes, une guerre sans armes, une guerre biologique. Et des personnes sont en première ligne pour nous venir en aide.
et ils sont à remercier. Il s'agit du corps médical, Le corps médiatique, des politiques cadres, les corps habillés, des commerçants. les transporteurs. La consigne principale pour fuir ce virus est « Restons chez nous ». Nos pères nous disaient toujours, fils, parlez quand il est beau et faites-vous silence quand il le faut. Nos paroles viennent apporter de la vie à la vie, de l'espoir à l'espoir. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre comprennent ce que dit le Zaïboudi et Gomme Zolo. On vous remercie. Ivoire Danse Thérapie, good job, very good job, bravo.